Nous allons poursuivre cette émission avec un artiste peintre autodidacte de grande renommée. Cet ingénieur en télécommunications vient de publier aux éditions L'Harmattan Sénégal, en collaboration avec les professeurs Magaye Kassé et Ibrahima Silla, la collection intitulée Des œuvres aux ouvrages, composée de 6 livres. Nous recevons ce soir celui qui se fait appeler le berger de l'île de Ngor, M. Abdoulaye Diallo. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore une fois sur ce plateau. Un bonheur et un plaisir pour moi de revenir chez vous. Comme je viens de dire, vous venez de publier vraiment une œuvre colossale de 6 livres en collaboration avec le professeur Magaye Kassé et un certain Ibrahima Silla qu'on retrouve dans toutes les sauces. Dans beaucoup de sauces. Mais cette sauce-là était bien intéressante. Donc c'est vraiment une collection de 6 livres. L'idée originale, l'idée du professeur Ibrahima Silla, c'était de voir à travers toutes vos, peut-être pas toutes les œuvres, mais certaines de vos œuvres, de mettre des articles à côté de chaque œuvre. En plus, vous avez collaboré avec une trentaine de personnes. Moi, au début, je pensais que c'était Ibrahima qui avait tout écrit, mais j'ai vu qu'il y a une trentaine de 33, je pense, personnalités de tout bord du domaine des arts, des lettres, même des sciences, parce que j'ai vu que le professeur Moussa Seydi, malgré le fait qu'il soit très très occupé, a fait un article aussi, parce que vous avez fait un tableau sur le Covid. Comment vous avez agencé tout ça? Parce que je pense que ça n'a pas été très simple. J'avoue sincèrement que je devrais dire que nous avons publié. Nous avons publié, il y a eu 3 coordonnateurs. Celui d'abord à qui nous devons cette idée originale, le professeur Ibrahima Silla, qui est en face de moi aujourd'hui. Celui qui est mon commissaire permanent, le professeur Magaye Kassé, qui a eu à diriger donc l'ensemble de ces travaux. Et 31 sommités qui avaient bien voulu participer à cet exercice d'écriture. Voilà, des professeurs de l'université Cheikh Anta Diop, des professeurs du Columbia University comme le professeur Souleymane Bachir, des professeurs de la Sorbonne 3, de l'école des hautes études en sciences sociales de Paris, et naturellement, par amitié pour le professeur Magaye Kassé, les chercheurs de l'Institut Frobenius de Francfort. Quelques artistes, dont ma protectrice Anta Germaine, Gaye, Nathalie Vérac qui est comédienne, et d'autres critiques d'art comme Aïssatou Ndaye Diop, une fille brillante qui est une nièce à moi, Khadija Kanji, et El Hadj Abdou Kassé aussi. Voilà, El Hadj Abdou Kassé, philosophe et écrivain. Hein, Vous avez oublié les profs de l'UGB. Ah ben oui, non, mais quand je dis l'université, généralement quand je dis l'université Cheikh Anta Diop, bon, j'ai le sentiment de dire tous les professeurs du Sénégal. Bon, donc je devrais dire l'université de Saint-Louis, naturellement l'université de Ziguinchor et l'UVS. Alors, le professeur Abdou Sen, mathématicien. Voilà. Quelques historiens comme notre aîné et ami Abdoulaye Bathily et naturellement notre aîné à tous, le professeur Bamoussé Diagne. Voilà. Donc c'est ensemble que nous avons exploité cette idée qui avait été suggérée par Ibrahima Silla et nous nous sommes tout simplement encouragés mutuellement et décidé ensemble de rédiger donc ces 6 ouvrages à partir d'un thème générique qui était « Quelle humanité pour demain ». Absolument. Voilà. Parce que l'humanité pour demain, c'est le titre du premier livre, mais on voit que, comme vous dites, le thème de l'humanité transparaît à travers tous voilà. les livres. Le thème « Quelle humanité pour demain » était le thème que j'avais utilisé pour l'exposition de 2018 à l'université Cheikh Anta Diop. Et nous avons donc ouvert par cela. Et le premier livre porte essentiellement sur la pandémie. Ça n'apparaît pas sur la page de couvre, mais c'est sur la pandémie. Mais tout rentre dans cette « Quelle humanité pour demain ». Le deuxième volume, vous vous êtes rendu compte de la chose, c'est quand même femme, mère de l'humanité. C'est plus par rapport à l'actualité
du mois de mars, femme mère de l'humanité. Ben oui, si on considère le 8 mars comme journée internationale, ou le mois de mars comme journée internationale, ou le 4 mars, une date extrêmement importante pour moi. Parce et le 7 mars aussi avec les femmes de Nder. Les femmes de Nder, le 4 mars, c'est l'anniversaire de mon mariage. Je fête aujourd'hui mes 42 années de mariage. Machallah. Donc c'est quand même quelque chose de très 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 fort. et naturellement, donc nous ne pouvions pas ne pas consacrer de livres sur la femme, compte tenu d'un certain nombre de choses, et quelque chose qui est devenu totalement actuel. Le troisième livre, un devoir de mémoire, mais aussi un rappel et une alerte, parce que, comme je disais à Ibrahima dès l'entame de cet exercice, j'ai toujours dit que l'écriture et l'art, loin de se contredire, s'interrogent et se répondent. J'avais aussi l'habitude de dire que je voulais faire de chacune de mes œuvres un texte auquel se référer. Donc sa démarche et son idée originale m'a permis de concrétiser un petit peu cela. Hein, faire de sorte que, à côté de chaque œuvre, on ait un texte, comme un petit peu entre la Genèse et la génétique. Cette genèse qui nous renvoie à l'écriture et cette génétique qui nous renvoie un petit peu à la nature. Sans vouloir vous interrompre, il y a aussi, pour continuer sur la logique du mois de mars, le mois de mars aussi 2021, c'est les 100 ans de Amadou Mokhtar. Et vous en avez parlé aussi dans les figures emblématiques de l'indépendance et de la démocratie sénégalaise. Je crois que parmi les vivants, il n'y a que deux, c'est tonton Amadou Mokhtar Mbow et Tata Annette Mbaye Derneville. Voilà. Ce sont ceux-là, ils ont très fortement contribué à la démocratie de ce pays. Absolument. Il me paraissait tout à fait normal, compte tenu de ce que nous vivons à l'heure actuelle. Hein, une ère où un petit peu la culture de l'insolence, la culture de l'égoïsme, la culture tout simplement de l'indiscipline, toutes ces différentes cultures ont plus ou moins infiltré les élites politiques et certaines élites intellectuelles. Il était important pour nous de ramener un petit peu ces différents modèles pour les servir à plus jeunes. Pour le quatrième livre, vous avez surtout parlé, c'est vrai, aussi de politique, de démocratie, mais surtout de technologie. Il y a un petit peu de tout, parce que c'est en fait un monde en panne de sens. Voilà. Il y a que l'Afrique face aux défis technologiques, aux défis politiques et aux défis démocratiques. Nul n'ignore aujourd'hui que notre monde est totalement en panne de sens. On ne sait plus quoi faire de cette finalité. Il n'y a aucun pays au monde où les dirigeants ne peuvent dire à leurs citoyens « nous allons vers ça ». Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le monde dans sa globalité vit cette forme de déprime quasiment planétaire? Il fallait qu'on se pose des questions. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on voit une certaine évolution dans ce monde où l'homme augmenté prend de plus en plus la place de l'humain que nous connaissions? Il est normal qu'on se pose cette question. Ce n'est plus une fiction, c'est devenu une réalité. Quand on voit, par exemple, la photographie de notre planète et que des organisations comme l'OCDE, d'autres organisations nous alertent sur, par exemple, un déficit en ravitaillement d'eau d'ici 2025 sur l'ensemble de la planète, on ne peut pas ne pas se poser de questions. Si on nous dit que les ressources naturelles, les métaux et autres, d'ici la fin du siècle, vont pour l'essentiel disparaître, on ne peut pas ne pas se poser de questions. Quand on voit l'évolution du coût du baril du pétrole, le coût du rendement du pétrole entre 1900 et aujourd'hui, on ne peut pas ne pas se poser de questions. Donc, quelle pourrait être la place de l'Afrique face à l'ensemble de ces défis? C'est quand même une question que nous devons nous poser. Vous avez un tableau qui s'appelle « Les robots mimétiques ». Les robots mimétiques, en fait, c'est une œuvre que j'avais réalisée à l'époque. C'était une réponse à Sophia. Je m'étais dit que mais moi, j'ai été quand même plusieurs fois à la Mecque. J'ai été au moins 17 fois à la Mecque dans le cadre de la Umrah et dans le cadre du pèlerinage. Et si je vivais en Arabie Saoudite, musulman, croyant et pratiquant, jamais je n'aurais la nationalité saoudienne. Encore moins la possibilité d'avoir un titre de propriété en Arabie Saoudite. Alors, un robot qui est né en 2015, en 2016 avait sa nationalité et au nom de l'Arabie Saoudite faisait des conférences.
C'était quand même quelque chose d'assez curieux. Voilà, donc c'est un petit peu la raison pour laquelle... Et l'homo sapiens perd le contrôle, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Mais tout à fait. On vit quasiment aujourd'hui, on a beau se fermer les yeux et se boucher les oreilles, on vit aujourd'hui l'ère de l'homme augmenté. Nous sommes tous là-dedans avec notre téléphone, nous sommes tous là-dedans avec le money banking, nous sommes tous là-dedans avec ces nouveaux paradigmes qui nous installent dans une certaine forme d'enfermement, parce que nous parlons maintenant à travers des écrans interposés. Absolument. Et on dit que c'est le Zoom, mais le mot présentiel n'a jamais été aussi utilisé que maintenant. Mais enfin, bon voilà. Donc c'est toutes ces choses-là qui sont là et on ne peut pas ne pas en parler. Absolument. Et là, dans le livre 5, là, vous revenez en arrière, parce que là, c'est l'art rupestre. Mais que vous amenez à une certaine contemporanéité. Ça sent du Ibrahim Silla à plein air. Non, mais en réalité, art rupestre et contemporanéité, j'avais traité de la chose lors du passage de l'Institut Frobenius à Dakar. Il m'avait demandé, avec 2 autres artistes sénégalais, de travailler sur le thème art rupestre et contemporanéité, et on avait fait une exposition donc au musée Théodore Monod. Bon, quand je me suis rendu compte qu'en réalité, ce que les artistes d'aujourd'hui disent n'était pas totalement différent de ce que les artistes d'hier disaient, je me suis dit, mais tiens, c'est quand même un exercice assez intéressant. Parce qu'en fait, ceux qui faisaient de la rupestre disaient quoi? Ils racontaient leur humanité dans sa volonté de survivre, tout simplement. Et quand il y avait paix ou abondance dans certaines localités, les artistes de l'époque utilisaient les parois des grottes avec des systèmes de codes pour raconter un petit peu cette abondance et la paix. Et maintenant, les femmes, à dos de vache, pour dire qu'elles étaient en avance sur nos féministes d'aujourd'hui, parce qu'elles refusaient de se transporter à dos de bœuf dans la haute antiquité, elles utilisaient la vache pour se déplacer d'un point à un autre et dire à celles qu'elles trouveraient ailleurs, écoutez, ici, si vous n'avez pas à manger, allez de là où nous venons, il y a la paix et il y a abondance là-bas. Il y avait donc une certaine générosité qui les habitait et il y avait donc voilà, une certaine manière de vivre leur féminité. Absolument. Voilà. Et vous avez terminé avec le livre 6 qui parle de culture, culture au pluriel. Là aussi, vous nous avez... pour moi, je pense que c'est peut-être le livre le plus personnel. Là, vous avez beaucoup parlé un peu de vous. Voilà, et il y a aussi de belles photos de vous aussi à l'intérieur. Et de votre rapport avec certains génies, peut-être. Les génies, les Luc Daour. Non, mais j'ai l'habitude de dire aux amis qu'il est par moments plus intéressant quand, dans un pays, on vit dans une zone dite de turbulence, de partager des moments avec des génies plutôt qu'avec les hommes. Avec les hommes. Voilà, on est un petit peu plus tranquille avec Gorgui Maïmapone et Yumbur Yatta. J'ai beaucoup aimé Gorgui Maïmapone. Moi, je ne connaissais pas. Gorgui Maïmapone, c'est un petit peu le génie du Panthéon de Ngor et Yumbur Yatta, son alter ego au niveau de Wakam. Ibrahim, on va lui laisser un peu la parole. Merci beaucoup. Je suis ravi et très fier de retrouver sur ce plateau mon grand, quelque part, Abdoulaye Diallo, le berger de l'île de Ngor, que j'ai découvert sur le tard, même si un ami qui est à Mulhouse, à la faculté de droit, m'avait dit, je suis passé au Sénégal, à Ngor, vous avez un grand artiste, etc., qui commence à monter, vous allez voir. Mais je lui dis, c'est pas possible, je vis au Sénégal, j'en ai jamais entendu parler. Du coup, j'avais noté, un jour, j'irai à Ngor pour aller le visiter. Dieu a fait qu'il est déjà venu dans une émission ici et on s'est retrouvés, pas rencontrés. Nos familles se connaissent, etc. Il y a des liens comme ça d'amitié. Et donc, j'ai retrouvé quelqu'un et il y a eu, dès cette rencontre, un déclic. Cette rencontre avec ces œuvres-là, je me suis dit, ces œuvres me parlent. Il y a quelque chose à comprendre derrière ces œuvres. Au-delà de ce qu'il faut apprendre dans ces œuvres, il y a quelque chose qu'il faut comprendre et qu'il faut chercher à transmettre, à partager avec le grand public, etc. etc. Et ces œuvres-là, je les ai visitées. Et j'en ai fait un rituel. Tous les vendredis, il fallait que je me rende à Ngor pour discuter avec lui, parce que derrière l'artiste, il y a un scientifique qui refuse, un grand scientifique, mais derrière le scientifique, il y a un homme que je pourrais dire de Dieu, quelqu'un qui est profondément ancré dans les valeurs islamiques, musulmanes, etc. etc. Et donc,
C'était cette rencontre et ces discussions qui ont donné lieu à ces ouvrages avec la participation de beaucoup de ses collègues et surtout la coordination du professeur Magaye Kassé de l'UCAD. Il a invité certains de ses collègues de la Sorbonne, d'ici, d'ailleurs, de l'UGB, de partout. On a pu, pendant des mois, travailler d'arrache-pied parce qu'il y avait la passion qui nous a animés. La passion, c'est le carburant de tout projet. Quand on est passionné, et j'étais très passionné par ces œuvres-là, on a mis des écritures, de l'écriture, des écrits, des textes à côté des œuvres, laissant la liberté aux personnes que nous avons pu contacter. Certains, on n'a pas pu les contacter, ce qui fait que la série ne s'arrête pas à 6. On va continuer. Et on a commencé ce travail-là qui a été mené pendant plusieurs mois. Et cela a donné lieu à 6 ouvrages magnifiquement bien, on va dire, illustrés par les tableaux du berger de l'île de Ngor. Et aujourd'hui, à travers ce travail-là, ce qu'on voulait à un moment, c'est que l'art nous dit quelque chose. Il y a des fonctions de l'art, comme le dit souvent le professeur Magaye Kassé. Quelles sont les fonctions de l'art dans notre société? L'art est tellement important qu'on oublie qu'on l'a inscrit dans notre Constitution. Que dit la Constitution? Le chef de l'État est le gardien le protecteur des arts et des lettres. C'est tellement important, l'art, les lettres aussi. Et donc, pour moi, il fallait nécessairement... Vous avez combiné les arts et les lettres. On a combiné les arts et les lettres. D'où le thème juridique des œuvres du berger de l'île de Ngor aux ouvrages. Et ces ouvrages parlent de beaucoup de choses. Moi, j'aimerais m'arrêter sur, peut-être, comme c'est l'actualité autour des femmes, femmes mères de l'humanité. On a rendu hommage aux femmes à travers cet ouvrage. Parce que le berger de l'île de Ngor, on lui pose souvent la question, vous peignez beaucoup les femmes. Et même les génies femmes, il y a un tableau, mes 4 maîtresses. Mes 4, les 4 génies. Et donc, vous voyez, tout à l'heure, vous avez abordé les 2 génies de Wakam et de Yoff. Le génie de Ngor, plutôt, le génie de Ngor, Gorgeme Mopon. Wakam Yumburiata. Mais c'était des génies qu'il avait peint, entre guillemets, parce qu'on ne peint pas un génie, mais l'imagination de l'artiste peut le pousser à produire des choses intéressantes. Et donc, il nous fallait faire des enquêtes de terrain. On a eu une démarche très scientifique. On ne s'est pas contenté de ces œuvres. À un moment, on a demandé des rendez-vous, on a fait de l'investigation scientifique, c'est-à-dire on a fait une enquête, une sociologie en profondeur de ces génies-là. On est allé à Wakam, on est allé à Ngor, des anciens nous ont reçus. On est allé voir le saltigué Babacar Dien, il nous a dit quelque chose sur Yumburiata, etc. Et on a découvert un monde envahi par des mythes, mythes pas au sens de mensonges, mais mythes au sens de discours que la société porte sur elle-même. Ce ne sont pas des légendes, c'est des choses qui existent, c'est des choses auxquelles ces gens-là croient, et il fallait interroger tous ces concepts-là, toutes ces choses-là, tous ces génies-là, tous ces registres-là. Donc on a fait un peu de l'analyse politique, de la perspective, de la prospective, quelle humanité pour demain, les figures emblématiques de notre vie politique, c'est-à-dire les oubliés de l'histoire. Il y en a pas mal. Et quand on relit l'histoire du Sénégal, mais on se dit qu'il y a des gens qui étaient extrêmement importants, nés avant les indépendances et qui ont joué un rôle fondamental aujourd'hui qui nous permet d'être là. Mais il ne faut pas oublier que c'est basé sur des œuvres qu'il avait déjà produites. Oui, c'est-à-dire que lui, il a peint beaucoup de gens, comme vous dites, qui font partie des oubliés. Les œuvres étaient déjà là. Et c'est ça, c'est-à-dire, on n'a pas, les textes n'ont pas précédé ces œuvres. Absolument. Nous, tout ce qu'on a fait, on est arrivé dans sa galerie, on a trouvé presque 70, 78 œuvres, voire plus. Certains parlent de Lamine Gueye, certains de Mamoudou Dia, de Mamoudou Maktarmbo, de Majmoud Diop, etc. Il y en a à peu près de Omar Blondin Diop, de Seydou Sissoko, de Ibou Diallo, etc. Tous ces gens-là qui sont des oubliés de l'histoire. Et donc on a voulu, pour chacune de ces personnalités-là, raconter quelque chose. Semben Ousmane, la liste est longue. Et donc, tout ça, on l'a trouvé dans la galerie. Moi, tout ce que j'ai fait, peut-être le seul mérite, c'est d'essayer de mettre des textes autour de ces personnes-là. Pour transmettre maintenant, pour moi, la suite logique, ce serait peut-être l'exposition. Est-ce que vous préparez... parce que d'habitude, les gens, ce qu'ils font, c'est peut-être une cérémonie de dédicace, mais vous, est-ce qu'il faudrait... vous devriez pas... faire une exposition sur la base de ces ouvrages. Nous avions prévu donc de faire une exposition au Radisson le 19 décembre passé, mais du fait des mesures gouvernementales, on avait reporté une première fois.
Après, c'était le 29 ou la fin du mois de janvier. C'était aussi difficile, les mesures étaient toujours là. Entre-temps, le programme du Radisson, les salles étaient donc bloquées par une institution étrangère pendant 2 mois. Nous nous sommes rabattus sur Théodore Monod et là aussi les mêmes difficultés. Du fait des mesures, on ne peut rien faire. Moi, je pars du principe qu'une exposition, c'est d'abord une rencontre. Faire ce qui est à la mode là en virtuel, je n'y crois pas. Le musée des civilisations. Voilà, le musée, je n'ai pas tenté. Il faut essayer parce que j'ai entendu dire qu'ils étaient aux normes. Ils ont été audités et ils sont aux normes. Donc en réalité, nous nous sommes tout simplement dit une chose. Nous avons notre espace sur l'île de Ngor. Autant restaurer cet espace-là et y faire une exposition permanente. À l'occasion, une fois que nous aurons fini en tout cas les aménagements et la restauration, nous retiendrons une date pour la présentation des ouvrages et le début donc de cette exposition permanente. Et désormais, tout ce qui concerne le berger de l'île de Ngor se passera sur l'île de Ngor. Sur l'île de Ngor. Voilà. Comme ça, au moins, il faudra traverser, tout à fait. On sort un petit peu de la dépendance sale, parce qu'on a autant d'espace que l'ensemble des structures qui sont sur le continent. On va les mettre donc aux normes et on va faire toutes nos expositions. En tout cas, vous avez produit, vous et vos acolytes, vraiment une œuvre monumentale. Vraiment, et comme ce n'est que le début, comme il dit, ça fait 6 livres vraiment coordonnés par le professeur Magaye Kassé, le professeur Ibrahima Massila, et comme vous avez dit tout à l'heure, une trentaine vraiment d'éminentes personnalités sont intervenues pour les textes. Vraiment, nous avons été très heureux, encore une fois, de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Nous vous souhaitons vraiment une bonne continuation pour tous ces projets. Merci d'être passé. Merci infiniment à toute l'équipe, merci à la RTS et à l'émission particulièrement. J'espère que nous nous reverrons la prochaine fois sur l'île de Ngor à l'occasion de cette exposition-là. Merci infiniment. Merci beaucoup.